It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, second épisode de notre série Step Up pour savoir si les équipes actuelles de la NBA, notamment des équipes en reconstruction, des équipes qui tankent l'année dernière, qui sont dans le ventre mou de la NBA, vont step up l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'évolution par rapport à cette intersaison, par rapport aux projections qu'on pourrait faire sur l'année qui arrive 2025-2026. Et pour ce second épisode, une équipe très intéressante, une équipe avec une grosse French connection. Tout simplement, nous allons parler des Washington Wizards. Allons-y. Vous commencez à comprendre la trame, à savoir de quoi on va parler en premier. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons aborder la saison précédente des Washington Wizards. Une saison noire, mais une saison qui promet déjà énormément de choses pour l'avenir. Donc Washington, les Wizards finissent avec 18 victoires cette saison, la saison qui vient de se dérouler. Ils sont 30e équipe à l'offensive rating et 27e au defensive rating. On parle d'une équipe qui est globalement l'une des plus nulles de ces dernières années, mais une équipe qui a énormément de projections pour l'avenir. En effet, on a vu notamment un début de saison en fanfare de Bilal Coulibaly qui a montré énormément de choses balle en main. On a vu énormément de progression. On a vu également des jeunes, des rookies qui se révélaient tout au long de la saison, que ça soit Keyshawn George, le Suisse, qui s'est avéré être un potentiel two-way player de grande qualité, un défenseur avec des segments assez longs, et bien sûr Alexandre Sarr, que je trouve vraiment très impressionnant, sachant qu'il n'avait pas du tout ce rôle, et je ne pensais pas qu'il aurait pu avoir ce rôle dans l'effectif des Washington Wizards dès sa première année, c'est-à-dire un scoreur capable, même si à 3 points et même au terme de pourcentage, c'était assez bas toute la saison. Il a fini, je crois, 2e ou 3e au rookie de l'année, un joueur qui arrive déjà à défendre au large, qui peut tenir des arrières assez correctement, un futur très bon joueur de la ligue défensivement, qui a des problématiques évidemment au rebond, mais aussi dans la peinture, mais qui a montré une capacité à spacer le terrain qui est déjà impressionnante et qui pourrait s'avérer élite dans les prochaines années. Et bien sûr, on a aussi Bob Carrington, le meneur, qui a fait une saison tout à fait convaincante à 10 points de moyenne, 9 points de moyenne, avec presque 5 passes. Donc très intéressant, mais on a vu surtout une équipe qui était tout à fait incapable de proposer un jeu défensif et offensif de qualité. Il y avait très peu de scoreurs dans cet effectif. On pouvait bien sûr citer Jordan Poole qui a fait une très bonne saison avant d'être transféré, on en reparlera, mais Jordan Poole qui était le meneur de cette équipe en termes de points, en termes de pourcentage aussi, qui s'est avéré être un asset assez intéressant, a donc été transféré. Donc voilà, une saison avec des jeunes qui s'imposent, Corey Kispert aussi qui a fait une bonne saison à 3 points, Bilal Coulibaly qui avait énormément de bas, de haut, mais qui s'avère être un athlète, un joueur qui grandit encore, qui a encore grandi en termes de centimètres, et un défenseur tout à fait incroyable. On a des joueurs qui se sont révélés, tout simplement, et je pense que cette intersaison va propulser Washington dans de nouvelles sphères, peut-être pas en termes de victoire, nous en reparlerons aussi, mais en termes de projection pour l'avenir, de potentiel de cet effectif. En effet, dès le début de l'intersaison, nous avons eu plusieurs points très importants. Le premier, à mon sens, c'est l'arrivée des rookies. Dès le premier tour, dès le pick numéro 6, nous avons eu Trey Johnson qui est un joueur que je trouve assez admirable. Je ne sais pas si ce sera un scoreur à 3 niveaux de grande qualité, mais en tout cas c'est un joueur qui est capable de créer son shoot en sortie de dribble, en spot-up, qui est un shooter à 3 points très intéressant, qui peut jouer donc sur le poste 1 et sur le poste 2. Il a du mal dans la peinture, il a du mal avec son physique, mais c'est un joueur qui est assez grand, je crois 1m98, donc très intéressant déjà sur un backcourt. Un joueur qu'on projette potentiel rookie de l'année prochaine. Donc un joueur qui s'ajoute parfaitement dans cet effectif. Il n'a que 19 ans. Il pourrait être le relais offensif de Alexandre Sarr, bien sûr, de Bilal Coulibaly et d'autres qui pourraient se développer encore. Et ensuite, nous avons eu aussi Will Riley,
plus loin dans la draft, je crois en pick 22-23, qui s'avère être un joueur lui aussi avec des longs segments importants, un poste 2-3 qu'on projette extrêmement talentueux avec la capacité de shooter, la capacité de défendre. C'est ce qu'on attendra de lui, c'est d'être un joueur aussi two-way player. C'est ce que demande un petit peu cet effectif de Washington. Il y a énormément de futurs élites two-way player, en tout cas on l'espère. Et je rajouterai à ça, et j'en ai pas parlé sur la saison dernière, on a eu un transfert pour Kyle Kuzma, et on se rajoute à cela, et je le considère un peu comme les rookies parce qu'il a très peu joué, mais il a montré en fin de saison des choses très intéressantes. A.J. Johnson, un poste 2-3, un ailier en tout cas, qui pourrait s'avérer très intéressant au scoring pour spacer. On le remarque pas dans ses pourcentages au tir, 38% au global sur son année 1, mais dès qu'il a eu le ballon en main, dès qu'il a eu des occasions de jouer, on a vu qu'il y avait un réel talent dans cet effectif et un réel talent dans le joueur qui est A.J. Johnson. Donc très intéressant, les picks pour moi sont parfaits là où ils ont été placés. Évidemment Washington comme étant l'une des pires franchises en termes de victoire l'année dernière, juste derrière le Jazz, espérer un pick 1, 2, 3. Mais je trouve qu'avec ce pick 6, ils se sont avérés récupérer un joueur de talent un petit peu supérieur justement à ce pick 6. Moi, je l'aurais bien vu en pick 4, voire 5. Le voir descendre au pick 6 est vraiment très intéressant pour eux. Donc non, très bien. Évidemment, il y a eu aussi d'autres arrivées et d'autres départs. On a parlé de Jordan Poole qui était un contrat assez important, donc je trouve ça bien qu'ils aient pu dégraisser, mais on fait arriver d'un autre côté CJ McCollum et Kelly Olynyk en échange de Jordan Poole. Oui, c'est des joueurs qui ont un certain âge, c'est des joueurs qui pourront voir un petit peu pour cadrer cet effectif, mais nous avons déjà des Marcus Smart, nous avons déjà des Middleton qui sont des joueurs, des vétérans très importants dans ce vestiaire à mon sens, s'ils ont pris ce rôle-là. Je ne sais pas si ajouter CJ McCollum pourrait être vraiment intéressant pour eux. C'est un joueur sur les postes en plus de Bob Carrington, un joueur sur les postes d'A.J. Johnson, de Trey Johnson, donc à voir si ça a une réelle plus-value. Ce que j'en pense, moi, sachant que j'étais fan de Portland, que j'ai eu CJ McCollum dans mon effectif pendant longtemps, je pense que dans un vestiaire, pour les joueurs, pour les jeunes, c'est potentiellement avec Middleton et Smart, tout simplement les meilleurs vétérans que tu peux avoir pour les jeunes. Il y en a beaucoup, on s'entend sur cela, mais je pense réellement que CJ McCollum peut vraiment apprendre la vie à des joueurs comme A.J. Johnson, à des joueurs comme, Alexandre Sarr, à des joueurs comme Bob Carrington. Ils peuvent vraiment comprendre comment être un vrai professionnel. On ne parle pas du jeu, on ne parle pas d'une star qui devrait inspirer les plus jeunes, même si c'est évidemment un grand joueur. Je pense vraiment qu'en termes d'adultes, en termes de mecs impliqués dans la communauté, tout simplement, c'est CJ McCollum, on ne fait pas mieux. Donc ça me paraît très intéressant. Kelly Olynyk aussi, pour être le backup d'Alexandre Sarr, ça peut être très très cool. Et en parlant de cadrer les jeunes, l'arrivée très récente, parce que je fais ce podcast le jour même de ce trade, l'arrivée de Cam Whitmore, acquis donc des Rockets contre 2 second tours de draft, je trouve ça vraiment excellent. Excellent, pourquoi ? Parce que Cam Whitmore n'avait pas ce temps de jeu, n'avait pas la possibilité de jouer du côté de Houston. On a vu qu'en termes de points marqués sur 1000 minutes, je sais plus exactement la stat, il était premier en NBA. C'est vraiment un scoreur assez unidimensionnel, on s'entend, mais un scoreur tout à fait élite qui a besoin d'opportunités pour faire maturer son jeu. On sait aussi que c'est une forte tête qui avait énormément de mal avec Ime Udoka, avec l'effectif de Houston, avec ses responsabilités aussi. Il jouait que très peu, il était plus avec la G-League. Je pense que arriver dans un contexte de reconstruction où il aura des ballons, où il aura la place de s'exprimer, et bien sûr, il sera cadré par des Marcus Smart ou des CJ McCollum, ça peut faire de Cam Whitmore un joueur tout simplement titulaire en NBA et un joueur vraiment valuable, un vrai professionnel encore une fois. Donc oui, c'est parfait.
C'est parfait, je pense qu'on a un effectif là qui commence à se former. Il y a plusieurs choix qui doivent être faits et qui pourront être faits, mais déjà avec la présence de ces vétérans qui prendront du temps de jeu aux jeunes. Mais moi, si je m'écoute et que je fais un effectif entièrement de jeunes, un effectif avec Bob Carrington en 1, Trey Johnson en 2, Bilal Coulibaly en 3, Keyshawn George en 4 et tout simplement Alexandre Sarr en 5, avec sur le banc donc un Cam Whitmore, des joueurs comme ça, des Justin Champagny, des joueurs comme Corey Kispert, comme A.J. Johnson. Je trouve déjà qu'on a une profondeur, pas forcément de talent immédiat, mais de projection pour le futur. Si juste 60% de ces joueurs s'avèrent être des titulaires en NBA, on a une équipe qui va se reconstruire de manière assez phénoménale. Il manque encore peut-être ce talent supérieur, peut-être qu'il en ressortira en la personne de Alex Sarr, en la personne de Bilal Coulibaly ou de Trey Johnson, mais effectivement, on a beaucoup de talent, et je peux rajouter à ça aussi un joueur comme Sidi Sissoko, je crois. Ah non, peut-être qu'il a été coupé. Bref, en tout cas, on a un effectif qui est assez complet. Évidemment, il faudra faire jouer les vétérans pour leur donner un petit peu de valeur et pouvoir potentiellement les transférer, mais j'aime assez bien ce qui peut être proposé. On a parlé d'offensive rating, de defensive rating. J'ai des doutes sur le fait que l'offensive rating grimpe beaucoup l'année prochaine, parce que Trey Johnson sera qu'un rookie. On ne sait pas s'il jouera poste 1 ou 2, que les pourcentages au shoot de ces jeunes-là partent de si bas que même en progressant, je ne suis pas sûr qu'on atteigne quelque chose de raisonnable. Mais en termes de defensive rating, quand je pense à des joueurs comme Trey Johnson, qui n'est pas connu comme étant un vrai joueur défensif, mais qui a une taille assez importante pour son poste, Bilal Coulibaly, qui est vraiment un joueur supérieur, Alexandre Sarr aussi, Keyshawn George aussi, et bien sûr on a des Marcus Smart, on a des Middleton s'il arrive à tenir sur ses jambes et à défendre un minimum. Je pense vraiment que cet effectif peut s'ancrer dans une défense collective et peut progresser assez logiquement. Pour moi, il manque encore quelque chose à cet effectif. Il manque déjà des joueurs capables de poser le ballon à haut niveau. Il y en a évidemment en la personne de Bob Carrington, de Trey Johnson bien sûr, mais des vrais passeurs de métier, des vrais connecteurs, il en manque. Keyshawn George, Bilal ou Sarr ne sont pas encore dans cette caste-là. C'est pour ça qu'il est important de garder des joueurs, je pense, comme CJ McCollum, mais cet effectif est incomplet. Cet effectif, on parle de step-up, manque énormément de choses encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut favoriser, et c'est ça que j'aime dans les reconstructions qui sont bien faites, il faut favoriser le développement interne. Moi, je parierais sur quelques joueurs qui peuvent vraiment step up l'année prochaine, mais si A.J. Johnson, Cam Whitmore ou Trey Johnson s'avèrent être des joueurs à 15, 14, 16 points par match, que ce soit les 3 ou 2 des 3, que Bilal Coulibaly a montré en début de saison qu'il pouvait tourner à 18 à 20 points par match avant évidemment d'avoir une sorte de sophomore wall, un mur tout simplement, ce qui est tout à fait logique du fait de sa jeunesse et du fait que il ne peut pas avoir ces responsabilités là à 20 ans, hein. On rappelle qu'il est né en 2004. Je pense vraiment que au final l'offensive rating pourrait grimper, on pourrait avoir des meilleurs joueurs offensifs dans cet effectif, mais même comme ça, je pense que le manque de connexion entre ces talents offensifs, Cam Whitmore qui est tout à fait incapable de faire des passes, les autres dont j'ai déjà cité le nom qui ne sont pas des passeurs first, Bob Carrington qui est encore très jeune et Trey Johnson qui est plus un scoreur qu'un passeur, ça pourrait s'avérer problématique. Mais par contre, la défense, je veux et je souhaite et je pense qu'elle va improve l'année prochaine. Je pense vraiment qu'on pourra être étonné de cette équipe de Washington et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour un effectif, pour une ville qui n'a pas connu le bonheur depuis 35 ans potentiellement. Évidemment, il y a eu 2 saisons, on va dire, avec notamment John Wall qui était vraiment très intéressante, mais l'Est était très faible. On ne se faisait pas de film sur le fait tout simplement qu'ils aillent loin en play-off ou qu'ils puissent jouer des gros titres. Il y a eu la saison avec Westbrook qui était un vent de fraîcheur aussi, mais on savait que ça ne s'inscrivait dans rien en termes de projet long terme. Là, je pense qu'on est à 1 an potentiellement et un autre gros pic de pouvoir dire que cet effectif pourra dominer sur les prochaines années. Je sais pas, un des frères Boozer, enfin le frère Boozer parce que l'autre est un meneur, un arrière qui n'a pas le même talent que son frère qui est poste 4, ou alors AJJ Bensa, ce genre de profil.
on doit réfléchir vraiment très prudemment, pas prudemment, excusez-moi, très sérieusement au fait de tanker encore une année. Et c'est là que vient un petit peu, tout simplement, mon point final. Est-ce qu'ils vont step up l'année prochaine ? Non. Individuellement, on aura vraiment du basket popcorn, je pense, sur la plupart des joueurs. Je pense que si tu allumes un match de Washington, tes yeux vont brûler 90% du temps. Mais par contre, tu auras toujours un jeune qui te fera dire « Waouh, dans quelques années, celui-là, machin. Celui-là va être machin. Celui-là va être impressionnant. Celui-là va être un très bon défenseur. Celui-là pourrait être une star. » Je pense que en novembre, tu allumes ta télé et tu regardes Cam Whitmore en mettre 27, je sais pas, contre Utah ou même contre les Celtics. Je pense que, espérons d'ailleurs qu'ils l'en mettent, qu'ils mettent leur dose à des joueurs de Houston, ça pourrait être très très marrant. Mais je pense que si tu allumes ta télé et que tu vois Trey Johnson en mettre 15 par match toute la saison, être premier ou deuxième au rookie de l'année, ça pourrait être vraiment super. Ou bien sûr, tous les chase down blocks de Bilal Coulibaly, les tirs à 3 points d'Alexandre Sarr. Je pense vraiment que ça peut être super de suivre cette année de Washington, mais je pense aussi qu'ils vont pas dépasser les 23 victoires au max. C'est ça la problématique. C'est pour ça que je ne parle pas de step up. On va voir des jeunes qui apprendront la vie. Je pense que c'est très bien qu'ils aient rajouté tout simplement des joueurs d'un certain âge, et puis pas n'importe lesquels. Je reparle évidemment de Portland, mais quand tu rajoutes un Ayton à cet effectif, quand tu ajoutes des Jeremy Grant qui sont des mecs intéressants sur un terrain, mais qui ne sont pas des vets intéressants, c'est-à-dire que l'un, on le sait, dort 3 heures par nuit, joue que aux jeux vidéo, arrive en retard aux entraînements ou dans l'avion, l'autre tout simplement tant qu'il a ses tickets shoot, il est content, mais il n'a aucune envie d'improve ou de faire gagner son effectif. Je pense qu'avec Chris Middleton, champion NBA, Marcus Smart qui a été le fer de lance des Boston Celtics pendant longtemps, ou bien sûr un CJ McCollum qui est un des joueurs les plus référencés de la ligue, qui a été patron de l'association des joueurs pendant plusieurs années. Je pense qu'on n'est pas sur les mêmes vêtements et c'est ça qui rend intéressant tout ce qu'on peut voir. Donc oui, 23 victoires, je pense qu'on sera encore sur un top 5, je l'espère pour eux, pic l'année prochaine, mais on en reparlera dans 3 ans. Je ressortirai cette vidéo, je pense vraiment que là on a des bases saines pour un effectif qui dominera l'Est, je l'espère, pour plusieurs années. Il faut que tout simplement ce general management continue à travailler correctement. Ça fait plaisir que Washington se relève de cette manière. On va encore pleurer du sang pendant 1 ou 2 ans, mais je suis sûr qu'après on verra Washington sous un tout autre œil, à la manière évidemment des Houston Rockets. Ils sont peut-être à un transfert dans 1 ou 2 ans de retrouver les playoffs et même plus, à la manière évidemment aussi de Portland. Il faut le citer parce que voilà, on a des joueurs intelligents, une défense qui se met en place avant l'offense, et bien sûr on l'espère pour eux, et ils en sont encore extrêmement loin à des millénaires, mais à la manière d'OKC ou d'Orlando et de ce qu'ils ont fait sur ces dernières années. Donc voilà, j'espère que ce rapide point vous a plu. Donc non, pas de step-up l'année prochaine, des step-up individuels, j'y crois, je pense vraiment que ça peut être très intéressant. Je pense aussi qu'il faut changer de coach. On est sur un coach qui ne fait peut-être pas partie du projet, qui est un coach de développement, mais qui est un coach qui ne restera pas sur la durée. Donc, le fait d'aller chercher quelqu'un, je sais pas, Budenholzer, mais peut-être qu'il n'aura pas envie d'aller jouer à Washington, d'aller coacher à Washington, mais un joueur qui connaît la gagne, qui sait comment gérer des égos, ça pourrait être aussi très intéressant pour ce jeune collectif. Bref, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que que cet effectif de Washington aussi vous plaît. Moi en tout cas, je vous dis à bientôt, et bien sûr suivez la saison d'A.J. Johnson, la saison 2 d'A.J. Johnson. Bonne soirée, bonne journée, à la prochaine. Au revoir.